Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour et bienvenue à ce 8e cours sur l'électrostatique, vidéo numéro 47. Nous allons étudier aujourd'hui la notion de l'angle solide et le dipôle électrique avec quelques applications. Notion de l'angle solide. En géométrie plane, on s'intéresse dans la figure à l'angle plan. Quand il s'agit de géométrie spatiale, on parle donc d'angle solide. Par exemple, dans l'obscurité, les rayons lumineux issus d'une source lumineuse ponctuelle sont caractérisés par deux grandeurs. La direction, qui est une droite, et l'angle maximal de propagation du faisceau lumineux autour de cette droite, qui constitue un cône. Dans ce dernier cas, l'espace occupé par le faisceau lumineux s'appelle angle solide. Définition: l'angle solide élémentaire est l'espace contenu dans une surface conique élémentaire, comme celle-là, située à la distance grand R du sommet du cône, et on le calcule par la formule mathématique d oméga égale ds sur r au carré. Voilà la définition exacte de l'angle solide. Son unité est le stéradian, abréviation SR. Ce n'est pas le degré, ce n'est pas le radian. L'angle solide est toujours positif et indépendant de R. Pour déterminer la valeur de l'angle solide oméga, on dessine un cône de centre O et de rayon grand R. La surface que coupe le cône est S. La valeur de l'angle solide est donc, voilà la surface S, voilà l'angle solide oméga. Si on veut obtenir oméga, nous n'avons qu'à intégrer cette expression-là, c'est-à-dire oméga égale l'intégrale de ds sur r au carré, puisque r est constante. Ça veut dire on intègre ds qui nous donne S. Donc l'angle solide oméga égale S sur R au carré, et l'unité, comme je viens de le dire, c'est le stéradian. En coordonnées sphériques, puisque nous sommes dans l'espace, et en considérant R constante, la surface élémentaire est égale à ds égale R carré sinus θ dθ dφ. De la même façon qu'on connaît les déplacements élémentaires, on doit donc aussi connaître les surfaces élémentaires dans les différentes coordonnées. Donc l'angle solide élémentaire s'écrit d oméga sur ds sur r au carré, c'est la définition, ce qui nous donne d oméga. Si je remplace ds par cette expression et je simplifie par r au carré, voilà ce que j'obtiens, d oméga égale sinus θ dθ dφ. En intégrant, on obtient l'angle solide entourant un cône d'angle au sommet alpha, comme l'indique cette figure. Oméga, donc, c'est égal à l'intégrale de d oméga, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2π de dφ, puisqu'ici nous avons deux variables, θ et φ. La première intégrale, c'est de 0 à 2π, puisqu'on va faire tout le tour, donc de 0 à 2π. La deuxième intégrale, sinus θ dθ, mais cette fois, alpha peut varier de 0 jusqu'à alpha, comme c'est sur cette figure. Donc, l'intégration double, ici, ça me donne 2π pour dφ. Phi varie entre 0 et 2π, donc c'est 2π. Et l'intégrale de sinus θ dθ, c'est moins cosinus alpha, puisque θ varie entre 0 et alpha. Oméga, en fin de compte, c'est égal à 2π facteur de 1 moins cosinus alpha. Discussion. Premier cas, si alpha est égal à π sur 2, donc cet angle est égal à π sur 2. Si cet angle est égal à π sur 2, ça veut dire que oméga c'est égal à 2π, puisque le cosinus de π sur 2 est égal à 0. Ça correspond à la moitié de l'espace constitué par l'angle alpha égale π sur 2. Deuxième cas, si alpha est égal à π, maintenant un angle plat.
Dans ces conditions, oméga c'est égal à 4 pi, puisque cosinus pi c'est moins 1, 1 moins 1 ça fait 2, et 2 fois 2 ça fait 4. 4 pi correspond à tout l'espace autour d'un point. C'est la valeur maximale extrême pour un angle solide. Cas général, si le vecteur surface élémentaire est parallèle à la droite OP, ça veut dire que cosinus θ c'est égal à 1, et par conséquent, l'angle solide élémentaire est égal à d oméga, c'est ds sur r au carré, ça rejoint ce que nous avons dit dans la définition. Et voyez bien que ds est parallèle à la droite OP. Si le vecteur surface élémentaire fait l'angle θ avec la droite OP, comme c'est sur cette figure, remarquez ici ds, le vecteur surface ds fait un angle θ avec OP. Dans ce cas, l'angle solide élémentaire est égal à d oméga, c'est égal à ds cos θ sur r au carré, puisqu'on doit projeter, on doit obtenir ds cosinus θ, donc sur r au carré. Cette dernière expression, c'est elle qu'il faut retenir pour le calcul de l'angle solide dans le cas général. La relation entre l'angle solide et le flux électrique. Le champ électrique produit par une charge, on connaît sa formule, c'est égal, E c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 que je pose égal à K, Q sur R au carré. Le flux élémentaire défie à travers une surface élémentaire ds située à la distance R de la charge Q, et on sait ça aussi que défie c'est égal à EDS, c'est égal à KQ sur R au carré qui est E fois ds. Donc défie c'est égal à KQ d oméga. Et on voit bien ici la relation entre les deux grandeurs, entre le flux élémentaire et l'angle solide élémentaire. Finalement, déφ est égal à une constante fois d oméga. Donc déφ est proportionnel à d oméga. Par intégration, on obtient le flux total à travers toute la surface S. Phi égale, si j'intègre ça par rapport à oméga, donc je vais obtenir ici par rapport à phi c'est phi, et là l'intégrale de d oméga c'est oméga. Donc phi c'est égal à q sur 4 pi epsilon oméga. Littéralement je dirais, le flux électrique produit par une charge ponctuelle à travers une surface quelconque est égal au produit de cette constante-là, q sur 4 pi epsilon 0, par l'angle solide oméga, sous lequel on voit la surface à partir de la charge Q. Si la surface entourant la charge Q est fermée, l'angle solide est 4 pi, c'est-à-dire qu'on voit tout l'espace autour de la charge Q. Le flux est égal à phi, c'est égal à Q sur epsilon 0, puisque j'aurai ici à la place de oméga 4 pi, je simplifie par 4 pi, et il me reste phi, c'est égal à Q sur epsilon 0. Si la surface maintenant entourant la charge Q est fermée, mais qu'elle n'entoure pas la charge complètement, l'angle solide est nul. Et le flux lui-même est nul. Ça veut dire que phi égale 0. Si oméga égale 0, phi égale 0. Première application. 1. Trouver les expressions du champ et du potentiel électrique d'un plan portant une densité superficielle de charge uniforme, c'est-à-dire surfacique, sigma positive. Premièrement, en utilisant d'abord l'angle solide et petit b en appliquant le théorème de Gauss. وهذا هو النص باللغة العربية، وللذين يريدون متابعة الشرح باللغة العربية ينتقلون إلى الفيديوهات بالعربية. الجواب، la réponse, soit le champ élémentaire DE produit par la charge DQ qui est égale à sigma ds. La charge, lorsqu'on a la densité de charge surfacique, pour obtenir la charge, on multiplie cette constante par la surface. Donc pour la charge élémentaire, c'est sigma ds, la charge portée par cet élément de surface, que porte une surface élémentaire ds entourant le point P du plan. Donc voilà la figure qui nous résume
ce qu'on va dire. Donc on a le point P. Ici on a une charge, surface Y, dQ est égal à sigma ds. Et voilà le champ élémentaire produit par la charge dQ qu'on a ici. Donc dE c'est égal à K dQ sur PM, la distance au carré fois UP, le vecteur unitaire suivant cette droite. DEZ, pourquoi je cherche DEZ? Parce qu'en raison de la symétrie, et nous l'avons vu et nous l'avons bien expliqué dans un paragraphe précédent, le champ est porté par l'axe OZ parce qu'il y a une symétrie. Les DEX vont s'annuler. Il me reste DEZ, donc DEZ d'après cette figure, sachant que cet angle c'est θ, c'est DE cosinus θ. On a E qui est égal, donc je remplace ici DE par DEZ. DEZ c'est égal à DE cosinus θ. Et voici UZ, suivant cet axe. UZ c'est le vecteur unitaire K. DQ c'est égal à sigma ds et PM c'est égal à R. Donc le vecteur champ électrique au point M c'est égal à cette constante intégrale de ds cosinus θ sur R carré UZ. Donc par remplacement, par substitution. On reconnaît l'angle solide élémentaire. Le voici. D oméga c'est égal à ds cos θ sur R au carré. On le retrouve ici, ds cosinus θ sur R au carré, sous lequel on voit du point M la surface élémentaire ds qui entoure le point P. Puisque le plan est infini, on le voit sous un angle solide, oméga M c'est égal à 2π. Donc E au point M, produit par cette charge, c'est égal produit par cette charge est égal à sigma sur 2 epsilon uz. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le module de E au point M est indépendant de la distance grand R. Donc il ne dépend que de sigma et de epsilon 0 qui est la permittivité électrique. On obtient l'expression du potentiel maintenant à partir de l'expression du champ électrique. Donc si je veux calculer V à partir de E, il suffit d'intégrer. V c'est égal, si on a V et on veut obtenir E, on doit dériver. Si on a E et qu'on veuille obtenir V, on doit intégrer. Puisque dV c'est égal à moins E dz, suivant cette direction-là, ça veut dire que V c'est égal à moins cette constante, sigma sur 2π epsilon 0, l'intégrale de dz. Or, l'intégrale de dz, c'est z. Et par conséquent, le potentiel en ce point M, situé à la distance z de O, c'est égal à moins, il est négatif, sigma sur 2 epsilon 0 z. Donc, V ne dépend que de cette coordonnée z. En utilisant maintenant le théorème de Gauss, comme d'habitude, et nous avons déjà rencontré cet exercice, vous pouvez le revoir dans une vidéo précédente. Le flux à travers la surface latérale est nul car E est perpendiculaire à ds, donc ici la surface de Gauss qu'on choisit, c'est ce cylindre. Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ça, puisque nous avons déjà résolu cet exercice. Le flux à travers chacune des surfaces des bases S1 et S2 est égal à phi S1, c'est égal à phi S2, c'est égal à ES, c'est-à-dire voilà la surface de base et voilà l'autre surface de base. La charge enfermée dans le cylindre est Q intérieur, c'est sigma S. Le plan est chargé positivement avec une densité sigma. Donc, la charge contenue dans l'intersection de ce cylindre avec le plan, c'est un disque. Donc, d'après le théorème de Gauss, le champ électrique produit par le plan infini est donc phi
c'est égal à 2ES, c'est égal à la charge intérieure à la surface de Gauss sur epsilon 0. Or, comme je viens de le dire, une partie de la charge de ce plan infini est renfermée dans ce cylindre. Pas dans la partie supérieure, pas dans la partie inférieure, mais à l'intersection de ce cylindre avec le plan, c'est-à-dire la charge portée par le disque, et on peut calculer, on trouve E c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0, là aussi c'est une constante, c'est-à-dire que le champ électrique sur toute la surface du plan infini est constante. Finalement, on obtient E, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0, c'est égal à une constante. On obtient l'expression du potentiel à partir de l'expression du champ électrique en intégrant. Donc dV c'est égal à moins E dZ. Cela veut dire que V c'est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0, intégrale de 0 à Z dZ. C'est-à-dire qu'on veut connaître le potentiel tout au long de cet axe OZ. Donc V, c'est égal à moins sigma sur 2 epsilon Z, c'est ce que nous avons déjà trouvé. Les deux expressions, nous les avons trouvées par la méthode de l'angle solide. On remarque que le champ électrique produit par un plan infini est constant dans tout l'espace entourant ce plan. Cependant, le potentiel électrique est proportionnel à la distance entre le plan et le point situé sur l'axe de ce même plan. Le dipôle électrique. Définition. Un dipôle électrique est l'ensemble de deux charges égales, de signes contraires et séparées par une très petite distance. Pour vous donner une idée, imaginez l'atome de l'hydrogène. L'atome d'hydrogène est constitué d'un proton qui porte la charge positive et d'un électron qui porte la charge négative. La distance entre ces deux particules est très petite. Donc, l'atome d'hydrogène constitue un dipôle parfait. Définition du moment dipolaire. Le moment dipolaire d'un dipôle électrique, bien sûr, est un vecteur libre, P, le voici. Il est égal au produit de la valeur de la charge Q, en valeur absolue, par le vecteur déplacement A de la charge dirigée, retenez bien, dirigée de la charge positive vers la charge négative. Donc on écrit mathématiquement P c'est égal à Q fois A. L'unité c'est le coulomb mètre. Potentiel électrique produit par un dipôle électrique. On se propose de calculer le potentiel électrique produit par les deux charges, plus Q et moins Q, au point P. Voilà, le point P, situé à la distance R1 de plus Q et R2 de moins Q. Les voici. La distance, bien sûr, ici c'est A. On veut calculer quel est le potentiel créé par ces deux charges au point P. Alors, pour ce faire, on sait que la distance A est très petite devant les distances R1 et R2, d'après la définition. V donc c'est égal à la somme des deux potentiels créés par plus Q et moins Q. Ça veut dire que V c'est égal à KQ sur R1 potentiel créé par plus Q et K, ou plutôt moins KQ sur R2 le potentiel créé au point P par la charge moins Q. Ce qui me donne V c'est égal à K fois Q, entre parenthèses, R2 moins R1 sur R1, R2. Je fais la somme en réduisant au même dénominateur. Puisque R est très supérieur à A, c'est-à-dire cette distance, comme celle-là, les trois distances sont très grandes comparées à la distance très petite A. On peut considérer donc que R1 fois R2 c'est égal à R au carré, c'est-à-dire on suppose ici que R c'est égal à R1, c'est égal à R2, sensiblement égal. Ce qui me donne R2 moins R1 que j'ai ici,
c'est égal à A cosinus θ. Regardez la figure, ici on a R2 moins R1, ça me donne ce segment-là. Or ce segment-là, il appartient à ce triangle rectangle. Suivez bien le curseur. Il est rectangle en ce point. On a ici l'angle θ, cet angle est approximativement égal à cet angle, donc θ. Cosinus θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, sur A. Ça veut dire que R2 moins R1, le côté adjacent, c'est égal à A, l'hypoténuse, fois cosinus θ. En remplaçant ici R2 moins R1 par A cosinus θ, voilà ce qu'on trouve. 1 sur 4 pi epsilon 0, puisque K c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q fois A fois cosinus θ, le tout sur R2 R1 qui est égal à R au carré. Finalement, voilà V, produit par la charge plus Q et la charge moins Q au point P. V c'est égal à P, puisque c'est Q fois A, cosinus θ sur 4 pi epsilon 0 sur R au carré. Voilà le potentiel créé par le dipôle électrique en un point P. Maintenant, passons au calcul du champ électrique produit par un dipôle électrique. Au même point P, on a les deux vecteurs champ, E plus Q créé par la charge positive, donc il est partant, et E créé par la charge moins Q, il se dirige vers la charge moins Q, puisque la charge est négative. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la résultante de ces deux vecteurs, c'est-à-dire E, le champ électrique créé par les deux charges ensemble au point P. On sait que E, c'est égal à moins grade V, c'est-à-dire, dans ce cas, puisqu'on a le repère OX, OY, le vecteur E, c'est égal à moins la dérivée de V par rapport à X, I, moins la dérivée de V par rapport à Y, J. En coordonnées rectangulaires, V, c'est égal à V plus Q plus V moins Q, c'est-à-dire ce que nous avons calculé tout juste avant. V, c'est égal à KQ sur facteur de 1 sur R1 moins 1 sur R2. D'après cette figure-là, on va voir à quoi est égal R1 et à quoi est égal R2. On a ici R1 et on a ici R2. Pour R1, R1 c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle, puisque ça, suivez bien le curseur, c'est un triangle rectangle au point dont l'abscisse est égale à X. En appliquant le théorème de Pythagore, R1 c'est égal à la racine carrée de la somme des deux autres côtés, c'est-à-dire ce côté-là au carré, qui est Y, donc c'est Y au carré, plus ce côté-là. Or, ce côté-là, c'est OX, c'est-à-dire X, puisque X c'est l'abscisse du point P, mais compté à partir de l'origine. Donc, c'est X moins la moitié de A, puisque O se situe au milieu de moins Q et plus Q. Donc, ça, c'est la moitié de A. Ce segment-là, c'est égal à X moins A sur 2. Le tout au carré et bien sûr sous la racine. La même chose pour R2. R2 appartient à ce triangle rectangle, le grand triangle rectangle que vous avez ici. Là aussi, vous avez R2 au carré, c'est Y au carré, plus cette distance-là au carré. Or, cette distance, c'est d'abord X plus A sur 2. La seule différence entre les deux distances, c'est ici moins A sur 2 et ici plus A sur 2. Et vous n'avez qu'à bien regarder ce schéma pour comprendre ces égalités. Donc R1 c'est égal à ça sous le radical, c'est pour ça qu'il y a 1 demi, puissance 1 demi, et ça aussi à la puissance 1 demi. Et donc, V c'est égal, comme je viens de le dire, à V plus Q plus V moins Q, c'est-à-dire 1 sur 4 pi Q que multiplie
ça me donne V1, moins ce facteur en commun fois cette quantité-là, ça me donne V produit par moins Q. Pourquoi nous avons calculé V de cette façon? Parce que pour obtenir E, il suffit de dériver V, puisque nous avons cette égalité-là. Autrement dit, si vous faites les calculs, et je vous conseille de les faire, vous n'avez qu'à dériver cette expression par rapport à x, premièrement, pour obtenir EX. Ensuite, dériver cette même expression, mais par rapport à y, pour obtenir EY. Donc, nous sommes dans le cas des dérivés partiels. Dériver d'abord par rapport à x, ensuite dériver par rapport à y. Vous allez obtenir EX et EY. J'ai agrandi ici cette figure-là. Le E, c'est tout. J'ai agrandi le vecteur E pour que vous le voyez bien. Donc, on a le point P, on a E. Donc, il a deux composantes, EX et EY. Ça, c'est les modules EX et EY. Ça veut dire que E, c'est égal à EX plus EY, c'est-à-dire tout ça fois I. Et cette deuxième expression fois J, je fais la somme des deux expressions. C'est trop long. Pour le module, E c'est égal. Ne commettez pas la bêtise d'additionner les deux modules et dire que ça c'est le module de E. Non. Nous sommes dans les vecteurs. C'est une somme vectorielle. Donc E c'est égal à la racine carrée de cette expression-là au carré plus cette expression-là au carré. En coordonnées polaires, quel est le champ électrique en coordonnées polaires? À partir de la même figure précédente et par la même méthode suivie précédemment, on peut calculer les composantes du champ électrique en coordonnées polaires. Nous savons que E c'est égal à ER plus Eθ. Ça c'est en coordonnées polaires. Voici la figure. Donc ce point P, on a E et on a les deux composantes dans la base polaire, ER et Eθ. Donc E, maintenant il a deux composantes en coordonnées polaires, ER et Eθ. Mais E c'est égal à moins grade V, cette formule est toujours valable, sauf que le gradient en coordonnées polaires, mais le gradient en coordonnées polaires, E c'est égal à moins d rond V sur d rond R moins 1 sur R d rond V sur d rond θ. C'est-à-dire que le premier terme, ça représente ER, et le deuxième terme, ça représente Eθ. Là aussi, je n'ai qu'à dériver V, que nous avons obtenu, la même formule, ou la même valeur que nous avons obtenue précédemment. Là aussi, on a deux variables, on a θ et R. Donc, là aussi, on procède par les dérivés partiels. On dérive par rapport à R, cette expression-là, pour obtenir ER. Et on dérive cette même expression par rapport à θ. Donc voilà le résultat. Ça, c'est la dérivée de cette expression par rapport à R en laissant θ telle qu'elle. Ensuite, ça, c'est l'expression de la dérivée de cette expression par rapport à θ en laissant R de côté. Vous allez me dire, mais pourquoi ici on a R à la puissance 3 puisqu'on a dérivé par rapport à R? Ici, on n'a pas dérivé par rapport à R. Normalement, on doit avoir R2. Vous n'avez pas raison parce que ce R à la puissance 3, c'est ce R au carré fois 1 sur R. C'est pour ça qu'il y a là aussi R à la puissance 3. Et bien sûr, là aussi, ER, c'est égal à le vecteur ER, c'est égal à cette expression UR, le vecteur unitaire UR, et le vecteur Eθ, c'est égal à cette expression-là fois Uθ. Si on veut calculer le module E en coordonnées polaires,
nous n'avons qu'à écrire E, c'est égal à la racine carrée de cette expression au carré plus cette expression au carré. Et vous obtiendrez le module de E si on vous le demande. Et voilà la deuxième application. Soit un dipôle D, son moment étant P, et à la distance entre ces deux charges plus Q et moins Q. Calculer le potentiel et le champ électrique produit par le dipôle D au point M en fonction de P, θ et R, sachant que A est très petit devant R. Trouvez l'équation des surfaces équipotentielles. Pour la première question, c'est-à-dire que vous devez refaire ce que je viens de faire dans le paragraphe précédent. Voilà l'énoncé en arabe. Et on passe à la réponse. Le potentiel électrique produit au point M, c'est-à-dire en ce point-là, par les deux charges plus Q et moins Q. Vm, c'est VA plus VB, c'est-à-dire le potentiel créé au point M par plus Q et moins Q. 1 sur 4 pi, donc c'est ce que nous venons de faire. Ça aussi, nous venons de le faire. On doit trouver à la fin Vm égale P sur 4 pi epsilon 0 cosinus θ sur R au carré. Donc on a bien exprimé V au point M créé par les deux charges plus Q et moins Q. Sauf qu'ici, j'ai changé un peu, j'ai mis le moins Q à droite et le plus Q à gauche. Donc pour vous pousser à refaire les calculs bien comme il faut. Donc finalement, Vm est bien en fonction de P, θ et R. Donc voilà l'expression de V au point M. Je dois maintenant calculer et chercher l'expression du vecteur champ électrique dont la base polaire UR et Uθ. Donc je dois dériver V par rapport à R pour obtenir ER, ce qui me donne cette valeur-là. Donc dériver V par rapport à R, la dérivée partielle par rapport à R, vous allez obtenir ER, et dériver cette même expression par rapport à θ. Voilà ce que vous allez obtenir. Eθ c'est égal à moins 1 sur R, n'oubliez pas ça, dρ V sur dρ θ. Donc Eθ finalement, le moins va disparaître et on obtient 1 sur 4 pi epsilon 0 P sinus θ sur R à la puissance 3, puisque la dérivée de cosinus θ c'est moins sinus θ. Le moins s'annule avec ce moins. Donc l'intensité du champ est E c'est égal à cette expression plus cette expression. Donc E c'est égal à ça. 1 sur 4 pi epsilon P sur R à la puissance 3, 3 cosinus carré θ plus 1 à la puissance 1 demi. Et vous n'avez qu'à chercher par vous-même. Ne commettez pas la bêtise de dire que E c'est égal à ça plus ça, parce que E c'est une grandeur vectorielle. Donc E c'est égal à ER plus Eθ. Le module de E, c'est le module de ER au carré plus le module de Eθ au carré. Donc, en terminant les calculs, vous allez obtenir cette expression. Vérifiez, peut-être qu'il y a erreur. Deuxièmement, les équations des surfaces équipotentielles. Nous avons déjà fait allusion à ces surfaces équipotentielles. Définition, une surface équipotentielle est une surface telle que le potentiel V est le même en tout point de cette surface. C'est pour ça qu'il y a équi. Donc, elle est donc définie par cette équation, V en fonction de x, y, z, c'est égal à V0, c'est égal à une constante, puisque V est le même. Les surfaces équipotentielles sont orthogonales aux lignes de champ. On a déjà défini les lignes de champ. Maintenant, pour les surfaces équipotentielles, les deux grandeurs sont orthogonales entre elles. L'aspect de surface équipotentielle du dipôle, c'est celle-là. On a en noir ici les lignes de champ qui vont de la charge plus vers la charge moins, ce que nous avons déjà vu. Et ici, on a les surfaces équipotentielles en rouge. Donc, sur chaque surface, le potentiel est le même.
À partir de l'équation du potentiel trouvée précédemment, on en déduit l'équation de ces surfaces en coordonnées polaires. Voilà ce que nous avons trouvé. Donc, si V est une constante est égale à V0, ça veut dire que R au carré, c'est égal à QA sur 4pi epsilon 0 V0 cosinus θ. Ça veut dire que R au carré, c'est égal à P sur 4pi epsilon 0 V0 cosinus θ. Donc, pour chaque valeur de V0, on a une surface équipotentielle située à la distance R de l'origine. Discussion. Au voisinage d'une charge, son potentiel qui varie comme 1 sur R, que nous avons déjà vu, l'emporte sur le potentiel de l'autre charge. La surface équipotentielle est pratiquement une sphère parfaite. Sur le plan médiateur, c'est-à-dire tout juste au milieu entre les deux charges du dipôle, qui est le lieu géométrique des points équidistants des deux charges, c'est une équipotentielle V0. Loin des charges, et pour R très très grande devant A, dans les conditions du calcul du potentiel du dipôle, les surfaces équipotentielles V égale constante ont pour équation générale R au carré, c'est égal à constante cosinus θ. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce 8e cours et qui est le dernier sur l'électrostatique. Le prochain cours, qui sera le 9e, ça sera sur les conducteurs en équilibre. Définition et propriétés des conducteurs en équilibre, et en particulier les condensateurs, et bien sûr d'autres notions. D'ici là, je vous souhaite totale réussite, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ces cours vous intéressent. Salut et à bientôt.